Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de Star Wars et plus particulièrement de deux nouveaux éléments de l'univers Star Wars qui sont parus dans les dernières années. On va baisser un petit peu le son de la musique, mais cette musique légendaire, moi j'adore John Williams. Voilà, extraordinaire. Star Wars, donc on va vous parler aujourd'hui de Obi-Wan Kenobi, la série qui vient de paraître là cette année sur la plateforme Disney+, ainsi que La Lumière des Jedi de Charles Soule qui introduit cette nouvelle épopée dans l'univers de Star Wars qui est donc la Haute République. Et donc je vais vous parler simultanément des deux. On va commencer par Obi-Wan Kenobi. Donc tout simplement, je vais commencer par moi me situer dans Star Wars. Star Wars, moi j'avais à peu près une dizaine d'années, à la fin des années 90. Donc j'ai découvert la prélogie à ce moment-là, j'étais émerveillé. Donc j'ai beaucoup aimé la prélogie, j'adore évidemment les trois premiers films et j'ai été particulièrement déçu par les derniers films, la postlogie, ainsi que la plupart des films. Par contre, je sauve peut-être là-dedans Rogue One, que j'ai beaucoup aimé, que je trouvais ça intéressant, original et vraiment attrayant. Voilà, l'introduction étant faite, on va commencer avec Obi-Wan Kenobi. Ah, donc c'est une série qui donc date de cette année. Elle marque le retour de Ewan McGregor dans le rôle de Obi-Wan Kenobi et de Hayden Christensen dans le rôle de Anakin Skywalker, Dark Vador. Donc évidemment, elle était très attendue et en plus, elle est réalisée, les 6 épisodes sont réalisés par Deborah Shaw, qui avait réalisé plusieurs épisodes de la série The Mandalorian, qui était vraiment intéressante et pas mal du tout, que j'avais plutôt aimé. Voilà, donc j'étais vraiment, on va dire, plus ou moins curieux, voilà, de voir ce que ça allait donner. Et puis en fait, j'ai été très déçu. Voilà. Obi-Wan Kenobi, ça se passe à peu près 10 ans après l'histoire de la revanche des Sith. Obi-Wan Kenobi est sur Tatooine. Il observe, il est là un petit peu pour surveiller Luke Skywalker. Après son grand combat contre Anakin Skywalker qui devient Dark Vador, donc à la fin de la revanche des Sith. Et puis en fait, la princesse Leia Organa est kidnappée, ce qui fait que les parents de Leia vont appeler Obi-Wan Kenobi pour qu'il aille sauver princesse Leia, qui reparte à l'aventure et qui quitte Tatooine. Donc voilà à peu près de quoi parle la série Obi-Wan. Quel est mon avis là-dessus? Alors déjà un petit avertissement, je vais évidemment dévoiler de nombreux événements de la série, il y aura ce qu'on appelle des spoils, donc si vous n'avez pas vu la série, arrêtez de suite cette vidéo. Cette parenthèse étant faite, c'est très important. Je continue. Donc pour moi, en fait, cette série n'avait pas lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'il y a des défauts et des erreurs d'écriture scénaristique majeures. Premier défaut scénaristique majeur, c'est le fait que Obi-Wan, on se passe 10 ans après la revanche des Sith, n'est pas au courant qu'Anakin Skywalker n'est pas mort et qu'il est encore en vie et qu'il est Dark Vador et qu'il continue de sévir. Alors certes, il est sur Tatooine, mais enfin, soyons sérieux, c'est pas possible. C'est pas possible. Obi-Wan Kenobi, c'est pas n'importe qui, il est forcément au courant à ce moment-là que Dark Vador est là, que c'est Anakin Skywalker, qu'il n'est pas mort. Donc déjà, pourquoi ils se sont mis dans cette situation? Mais parce que ça devait servir, c'est une facilité scénaristique, ça servait à leur projet de montrer un Obi-Wan faible, un Obi-Wan qui doute, un Obi-Wan qui n'a plus envie de partir à l'aventure, qui regrette, qui est dans le châtiment, il se dit mince, on a fait n'importe quoi. Et puis ça va être l'un des éléments qui va peut-être le motiver à repartir dans le combat. Donc ils en avaient besoin pour créer cet Obi-Wan fragile et qui doute et pour le relancer dans l'aventure. Je trouve que c'est déjà une première erreur qui fait qu'en fait, cette série n'avait pas lieu d'être parce qu'il n'est pas au courant. Deuxième défaut encore plus grave, vous avez sûrement vu Star Wars, donc l'épisode 4. Dans l'épisode 4, Dark Vador, il lui dit à Obi-Wan, il lui dit lors de leur duel, lorsqu'ils se rencontrent, la dernière fois qu'on s'est croisés, j'étais le Padawan, tu étais encore le maître. Et là, dans la série Obi-Wan, ils se rencontrent 3 fois. Ça veut dire que Dark Vador, dans le 4, il lui dit que, si on suit leur logique, pendant cette série, il est encore Padawan. Là, vous voyez bien qu'il y a un problème. Il y a un problème parce qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et donc, cette série vient bousculer complètement l'univers Star Wars, en tout cas, qui vient bousculer la cohérence de l'univers Star Wars. Comment ils font pour s'en sortir à ce niveau-là? Eh bien, on a un petit flashback dans un des épisodes, je crois que c'est l'épisode 4 ou 5 de la série, un flashback à peu près qui se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3, donc entre l'attaque des clones et la revanche des Sith. Donc on a un Anakin cheveux courts qui est en train de s'entraîner avec Obi-Wan, et puis Obi-Wan il lui dit à ce moment-là, écoutez bien c'est important, il lui dit mais Anakin, tant que tu voudras absolument me battre, être meilleur que moi, et tant que ton seul objectif ça sera de me surpasser, tu seras toujours mon Padawan. Alors là, moi je dis bravo, j'applaudis dès demain. C'est une telle facilité d'écriture scénaristique, c'est quand même fascinant. On crée comme ça une excuse à l'emporte-pièce pour dire, ben voilà, il avait raison, il était encore son Padawan, parce qu'en fait, vu qu'il veut tout le temps surpasser, que pendant la série, lorsqu'il l'affronte, ben, il veut absolument le battre,
eh bien, Obi-Wan lui avait dit, tant que tu continueras à faire ça, tu seras mon padawan. Donc ça veut dire que Anakin, donc Dark Vador pendant la série, légitime la parole de Obi-Wan et qui considère qu'effectivement, oui, je suis quelqu'un de puéril, oui, j'ai encore envie de faire que te battre à toi, oui, j'ai envie d'être le meilleur, donc tu as raison, selon ta jurisprudence à toi, oui, je suis encore ton padawan. Ça tient pas debout, ça tient pas la route, c'est incroyable une telle erreur d'écriture scénaristique juste pour justifier le fait de faire une série sur Obi-Wan et pour justifier l'affrontement entre Obi-Wan Kenobi et Darth Vader. Je trouve ça incroyable. Bon, évidemment, je n'ai pas tout détesté dans cette série, donc on va mettre entre parenthèses, si c'est possible, le fait que cette série n'aurait pas dû exister. Bref, mais il y a quand même des choses intéressantes. Déjà, Hayden Christensen et Ewan McGregor. Ils sont extraordinaires dans cette série. Voilà. Si vous devez la regarder, c'est au moins pour ça, pour voir leur performance d'acteur. On sent qu'ils avaient envie de le refaire, on sent qu'ils s'étaient éclatés dans ce rôle. Et franchement, Hayden Christensen, j'étais pas du tout d'accord avec les critiques graves qu'il y avait eu à son encontre à l'époque. Moi, je le trouve fascinant, je le trouve super dans ce rôle d'ange déchu qui hésite tout le temps entre le bien et le mal. Quelqu'un qui devait être l'élu, puis en fait qui déçoit et qui sombre complètement dans le mal le plus profond. Enfin, je veux dire, là, dans cette série, par contre, c'est vrai que le personnage de Darth Vader est quand même iconographié de manière incroyable. C'est-à-dire que on le montre en train de tuer des enfants. C'est pas n'importe quoi. Il est en train de tuer des élèves Jedi. Il n'est pas du tout pour une série Disney. Enfin, on se rend compte de ce que c'est. Donc là, Hayden Christensen, il y est retourné. Et puis il y a cette fameuse scène à la fin, le dernier duel, quand Obi-Wan, il lui arrache une partie de son masque et qu'on voit le visage de Hayden Christensen en train de souffrir. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, je veux dire, on voit qu'il est entre le bien et le mal. Enfin, rien que pour cette scène-là, voilà, cette série quand même, elle vaut le coup. Elle vaut le coup, mais si on écarte du fait tous les scénarios, tous les accidents scénaristiques que j'ai déjà dit et sur lesquels je vais revenir après. Deuxième gros point fort, je trouve, de la série, c'est les combats. Enfin, il y a des combats entre Jedi. Qui ne se limitent pas à juste quelques coups de sabre laser. Franchement, ça devenait un petit peu lassant. Là, il s'envoie des trucs, l'autre il essaye de l'étouffer, il lui met dans le feu. Enfin, vraiment, il y a des vraies panoplies de coups entre Jedi et ça, je trouve ça super. En plus, ça en dit beaucoup de la personnalité des Jedi. Ça en dit beaucoup de la personnalité de Dark Vador qui essaye de brûler Obi-Wan Kenobi comme Obi-Wan Kenobi lui avait fait dans le 3. Obi-Wan essaye de lui arracher le masque parce que c'est ce masque-là qui lui empêche de voir son ancien Padawan. Donc, autre chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans cette série, c'est la présence des Inquisiteurs. Les Inquisiteurs, vous savez, qui avaient été introduits dans la série animée Star Wars Rebels et qu'on voit également dans le jeu vidéo que j'avais vraiment beaucoup aimé, Jedi Fallen Order, et qui sont des combattants qui sont du côté plutôt du pouvoir obscur de la Force et qui sont là pour traquer les Jedi qui ont survécu à l'Ordre 66. Et ces Inquisiteurs-là sont des personnages assez intéressants, assez fascinants et j'étais quand même content de les voir en vrai dans cette série. C'était intéressant de les mettre. Je trouve que ça n'a pas été fait de manière extraordinaire là quand même, mais c'était intéressant comme projet de mettre sur scène ces Inquisiteurs dans ce cadre-là. Parce qu'il y a également effectivement donc, ces Inquisiteurs, dont une Inquisitrice en particulier, qui est une ancienne élève de Jedi qui avait survécu à l'attaque par Anakin Skywalker à la fin du 3 et qui, elle, son objectif c'est de retrouver Obi-Wan Kenobi, d'où ce piège de l'enlèvement de Leia. Et son objectif donc c'est de retrouver Obi-Wan Kenobi et de le confier à Dark Vador pour se venger et de Obi-Wan qu'elle estime qu'il avait péché à l'époque, et également elle voudrait se rapprocher de Dark Vador pour se venger de lui, qu'ils avaient tous attaqué à la fin du 3. Donc il y a ce personnage, mais qui en fait, ce personnage inquisitrice, si je peux en parler de suite, alors que je suis dans le côté positif, mais je repars un petit peu dans le négatif, ce personnage, je n'arrive pas trop à comprendre ses enjeux, on ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait comme choix, ça va très vite, je ne comprends pas trop ce personnage, et puis à la fin elle est là face à Luke, soit elle veut le tuer, soit elle veut pas le tuer, et on ne comprend pas du tout ce qui justifie son choix final. Et évidemment, on ne s'inquiète pas pour Luke parce qu'on sait qu'il va survivre. Donc c'est aussi ça le problème de cette série, c'est qu'on n'est à aucun moment inquiet pour Obi-Wan Kenobi, pour Luke Skywalker ou pour Leia. Parfois ils essaient de nous faire croire que c'est dangereux pour eux. Arrêtez, on sait qu'ils vont survivre, on les voit dans le 4, le 5, le 6, certains on les voit pour après même dans le 7. Non, ne nous faites pas croire qu'il y a un danger pour eux. Il n'y a pas de danger. Ils n'ont pas de danger de mort devant eux. Donc, c'est aussi l'un des problèmes de cette série. C'est les limites de vouloir nous faire peser une tension là où il n'y en a pas. Parce qu'ils sont en vie des années après. Voilà, donc l'Inquisitrice, un problème. Un autre personnage secondaire, c'est l'un des défauts de cette série aussi, c'est que les personnages secondaires n'ont pas de relief. Ils sont là, mais on ne comprend pas trop leur choix. Ça va très vite. On sent qu'il y a des moments qui ont été coupés au montage ou des moments qui ont été coupés au scénario. Parce qu'un rebelle
qui veut pas trop les aider, puis d'un coup il accepte de les aider, il y a pas, en 2 minutes, dans la même conversation, il fait non, j'ai pas trop envie, puis d'un coup, bon allez, on y va, c'est parti, on prend mon vaisseau, on y va. Et pourquoi? Il y a pas de raison. Il y a aussi un faux Jedi qui est pas assez développé. Donc en fait, la série, on pourrait se dire, il y a 6 épisodes, à peu près de 40 à 50 minutes, donc c'est long, c'est plus long qu'un film, mais le fait que les séries et les épisodes durent pas trop longtemps, bah, ça fait que parfois ils n'ont pas trop le temps de développer et qu'il y a des épisodes qui servent presque à rien. Donc l'un des défauts de cette série, c'est ce qu'ils ont fait, je trouve, de Obi-Wan Kenobi. Pourquoi ? Parce qu'ils en font quelqu'un de fragile, qui doute, qui n'a plus envie d'aller au combat. Pourquoi? En fait, pourquoi vouloir absolument, un peu comme Luke Skywalker dans le 8, pourquoi vouloir absolument faire de ces personnages iconiques, des personnages qui doutent, qui n'ont plus envie, qui croient plus dans les Jedi? Non, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que Obi-Wan, à la fin du 3, il est abattu, ils ont perdu, mais il se dit, moi je vais aller surveiller Luke, et puis on va y retourner, on va prendre le temps, mais ça va revenir. Et au début du 4, on le retrouve comme ça. Pourquoi nous faire croire qu'entre les deux, il a perdu confiance et que c'est un personnage qui est devenu complètement fragile? C'est un petit peu à la mode aujourd'hui de faire ces héros qui doutent. Je trouve qu'il ne faut pas en abuser non plus, et là ils en abusent complètement. En plus, ils en font quelqu'un qui a complètement abandonné le combat, ça n'a aucun sens, c'est pas cohérent avec ce qu'on sait du personnage de Obi-Wan Kenobi. Il a arrêté de se battre, il a arrêté de s'entraîner, il se fait battre par des personnages lambda, il n'arrive même plus à récupérer par la force quelqu'un. Luke Skywalker, il est censé le surveiller. Ça c'est fort. Il est censé le surveiller. Et puis en fait on lui dit, bah, en fait il y a Leia qui se fait kidnapper, il faut que tu ailles l'aider. Il fait, oh j'ai pas trop envie, bah aussi. Finalement il y va. Et Luke, il l'abandonne complètement. Alors merci la surveillance, merci, on peut lui faire confiance. Mais ça c'est pas cohérent non plus. Et puis alors, le plus grave, selon moi, c'est ce qu'ils lui font faire à un moment donné. Et là c'est vraiment le moment où je me suis dit le plus, là ils se moquent de nous. Là, ils se moquent de nous, parce qu'au moment ils sont avec Leia, sur une sorte de charrette, un taxi qui les amène, et puis il y a des Stormtroopers avec eux, sur la charrette, à l'arrière du véhicule. Et puis Obi-Wan, il dit à Leia, surtout, tu dis pas que tu t'appelles Leia, tu dis que tu t'appelles, je sais plus exactement le prénom qu'il lui choisit. Et Leia lui dit, oh d'accord, on le fait, c'est parti, même si elle n'est pas trop d'accord au début. Et puis, donc elle est dans la conversation, elle discute avec les Stormtroopers et tout, et puis à un moment donné, Obi-Wan Kenobi, il se trompe de prénom. Il l'appelle Leia. C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on nous explique que les Jedi, c'est des gens qui se contrôlent par la force, qui ont un pouvoir mental super développé, ils se sont entraînés. Obi-Wan Kenobi, c'est l'un des meilleurs Jedi de tous les temps. Il a été entraîné par Qui-Gon Jinn ou par Yoda, pas directement, mais indirectement. Même s'il ne s'entraîne plus physiquement, mentalement, normalement, Obi-Wan. Et en fait, Leia, qui a 10 ans, elle ne se trompe pas. Et Obi-Wan Kenobi se trompe et l'appelle Leia, prend un tel risque. Et ils arrivent à nous faire croire ça. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Cette indignation était évidemment sponsorisée par le livre La plaisanterie de Kundera. Petite parenthèse littéraire au milieu de ces conversations de science-fiction. Ça fait jamais de mal. Si vous ne l'avez pas lu, lisez La plaisanterie de Kundera. En fait, selon moi, et on le sait, c'est que lorsque Disney rachète Lucasfilm, ça se passe au début des années 2010, je ne sais plus exactement la date, mais pour essayer de rassurer les fans qui se disent qu'est-ce qui se passe là, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer, ils leur disent vous inquiétez pas, on vous fait une trilogie, on va vous faire une super trilogie, donc dans la précipitation, et on sait ce que c'est devenu, et puis pour rassurer encore plus les fans, on leur dit, vous allez voir, vous allez même avoir un film sur Obi-Wan Kenobi. Mais tout ça, c'est essayé pour se légitimer du rachat de Lucasfilm, pour essayer de rassurer les fans, et on connaît l'ardeur des fans de Star Wars. Et donc le sujet était imposé directement aux scénaristes. Et puis lorsqu'on a commencé à voir que les films marchaient pas trop, et puis en particulier le film Solo qui a été une catastrophe industrielle, mais vraiment je pèse mes mots, qui a été une catastrophe industrielle, moi je trouvais ça détestable et encore une fois franchement ridicule comme film, mais c'est pas le sujet. Ben, ils se sont dit on va pas en faire un film, on va plutôt en faire une série. Et en fait, tout démarre de là. Mais pourquoi en fait la série n'était pas à faire? Pourquoi il y a ces facilités scénaristiques? Pourquoi il y a ces erreurs scénaristiques? Parce que le film n'avait pas lieu d'être. Le film a été fait pour justifier, pour légitimer le rachat par Disney de Lucasfilm. La série n'avait pas lieu d'être, ce format n'avait pas lieu d'être. Elle est là parce que les films ne fonctionnaient pas, et notamment le film Solo. Donc le projet, dès le départ, était vicié. Ça ne peut pas marcher. Et là, ça n'a pas marché. On va passer maintenant à La lumière des Jedi de Charles Soule. Alors, et qu'est-ce que c'est que la Haute République? La Haute République, c'est une nouvelle épopée dans l'univers Star Wars qui se passe qui commence à peu près 200 ans avant l'univers Star Wars, avant la menace fantôme. Et c'est écrit sous divers auteurs, alors je vous en cite plusieurs, Charles Soule, Justina Ireland, Cavan Scott, Claudia Gray, Daniel, José Holder, ça va être sous différents formats.
on a des mangas, on a du roman, on a des comics, on a des romans plutôt jeunesse, plutôt jeune adulte, plutôt adulte. Donc là, on a ce début avec La Lumière des Jedi de Charles Soule. Et donc la Haute République, ça va être cette histoire de l'apogée de la République. Dans le podcast animé par Lloyd Cherry qui s'appelle Plus que de la SF, que je vous encourage vraiment à écouter si vous ne l'avez jamais fait, vraiment allez écouter ce podcast, il est super. Donc Charles Soule a été interviewé et traduit en direct comme dans ses romans par Lucille Gallio, qui travaille donc chez Pocket, qui dirige la collection Star Wars chez Pocket. Charles Soule explique qu'ils avaient une volonté de montrer une époque d'apogée de la République. Voilà, la République est à son apogée, elle est en train de s'étendre vers les territoires extérieurs, et les Jedi sont également à leur apogée. Les guerres contre les Sith sont loin derrière eux, il n'y a pas d'ennemis particuliers en vue, donc ils ont le temps de se poser, de réfléchir sur l'organisation de leur ordre, sur leur rapport à la force, sur comment s'organiser, leur rapport également à ceux qui n'ont pas la force. Donc c'est vraiment une époque d'apogée, et c'est ce qui les intéressait. Et là, ce qui m'intéresse, et il explique également dans ce podcast, et là vous voyez qu'on est complètement à l'inverse de ce qui se passe dans Obi-Wan et dans les films. Les studios Disney, enfin en tout cas les organisateurs, ceux qui ont été à l'origine de cette saga de la Haute République, ont réuni ces différents écrivaines que je vous citais tout à l'heure et leur ont dit voilà, en fait, de quoi vous avez envie de parler? Quels sont les sujets qui vous intéressent? Quelle est la période qui vous intéresse? Et c'est les auteurs eux-mêmes qui ont listé un petit peu ce qui les intéresse dans Star Wars, ce qu'ils trouvaient important, la période qui leur semblait judicieuse d'évoquer, et c'est eux qui ont choisi ce cadre-là, de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Ça ne peut que fonctionner, et ça fonctionne, franchement. La Lumière des Jedi, j'ai adoré ce roman. Je n'ai pas beaucoup lu, honnêtement, de romans Star Wars, mais celui-là, il m'a vraiment beaucoup plu. Donc ça se passe à peu près 200 ans avant la menace fantôme, et donc la République avec sa chancelière est en train d'essayer de s'étendre vers les territoires extérieurs. Et il se passe une grande catastrophe, et de la première partie du roman est consacrée à cette grande catastrophe. Cette catastrophe va avoir un impact considérable, elle va avoir pour impact des millions et des millions de personnes qui vont en mourir. Et comme Charles Soule l'explique, en fait, cette grande catastrophe, elle permet de révéler la vraie nature de la société, elle est de révéler la vraie nature des personnes qui sont là pour aider vraiment, qui sont là pour contrecarrer, qui sont les sauveurs, qui sont les complices. Et c'est cette grande catastrophe qui permet de comprendre en fait le rapport des Jedi aux autres personnes dans l'univers Star Wars. Et ça, je trouve ça fascinant. Donc là, on a un univers qui se passe 200 ans avant, ça n'avait jamais été raconté, et ça permet d'ajouter, de bonifier l'univers Star Wars. On comprend mieux le rôle et on comprend mieux la place des Jedi dans la galaxie. Et ça, c'est fascinant, c'est super bien fait. Et en plus, c'est fait vraiment un peu comme un livre, un film catastrophe avec, je ne sais pas si vous allez voir, mais avec chaque chapitre qui est court, qui se lit très rapidement, qui se lit très bien, qui commence par 1h30 avant l'impact, 70 minutes avant l'impact, 60 minutes avant, et on est en train de se demander, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des personnages qu'on ne connaît pas, donc on ne sait pas s'ils vont mourir, des personnages auxquels on s'attache, mais qui peuvent disparaître à tout moment. Donc voilà, là c'est quelque chose de cohérent, avec des personnages qui ont du relief. Franchement, les Jedi, il y en a une notamment qui puise sa force et qui voit ça comme une sorte de musique, une musicalité, et donc qui arrive à créer des liens avec la force, avec les autres Jedi, grâce au fait qu'elle voit la force comme de la musique. Idée géniale, idée brillante, je ne sais pas qui c'est qu'il a eu exactement, si c'est Charles Soule ou s'ils l'ont eu en commun, mais bravo, bravo pour cette idée, et merci, voilà, ça c'est ce que j'attends d'un univers étendu de Star Wars, que ça amène à l'univers, que ça ne vienne pas bousculer ce qu'on connaît déjà, que ça prenne des risques, mais des risques bien mesurés, et des risques où on sent qu'ils ont les mains libres et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et ça, franchement, c'est réussi. Autre chose, le personnage antipathique, enfin en tout cas ce qu'on appréhende comme étant le futur ennemi, qui est le Marchion Ro, donc il s'appelle Marchion Ro, et il dirige une sorte de compagnie de brigands, au début les Nihil, qui vont s'attaquer aux Jedi. Pour l'instant, c'est donc un simple brigand, mais on sent, et tout nous porte à croire que ça va être le cas, on sent que dans les futurs romans, dans les futurs mangas, ce personnage va prendre de plus en plus d'importance et que ce n'est pas un simple brigand, ce n'est pas le simple chef de ces Nihil, hein, donc les fameux brigands. Il voulait vraiment, Charles Soule et les autres, s'éloigner de l'image de l'ennemi habillé en noir, très sombre, cette image iconique vraiment de l'ennemi du méchant chez Star Wars. En fait, ça sert à rien. Je pense, ça serait idiot de vouloir faire un autre Dark Vador. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu s'éloigner de la saga Skywalker, il faut s'éloigner de Dark Vador. Dans les années 70, George Lucas, il a créé peut-être le méchant, l'ennemi le plus fascinant de l'histoire du cinéma. Et ça serait idiot de se prétendre capable de faire un nouveau Dark Vador, de faire un Dark Vador 2. Oui, ça serait complètement idiot.
Ouais. Non, non, ça serait vraiment idiot. Et donc c'est pas du tout ce que Mark Henry. Mark Henry il s'éloigne totalement parce que Dark Vador il a beaucoup de pouvoir, Dark Sidious également, et Mark Henry il n'a pas de pouvoir. Comme dit Charles Soule dans ce podcast, je le cite parce que vraiment ce sont des paroles de lui, donc je me dois de les citer, mais il le dit, sa force à lui c'est son passé, c'est son histoire que l'on ne connaît pas entièrement encore dans la lumière des Jedi. Et qu'est-ce qui fait qu'il a cette confiance en lui alors qu'il n'a pas de force? Il le dit en fait, Mark Henry ça serait plutôt Batman, là où Dark Vador et Dark Sidious ça serait plutôt des Superman. Eux ils ont les pouvoirs, lui il n'en a pas. Son pouvoir ça serait son passé, ses souvenirs, ce qu'il a vécu. Mais lui il se sent en fait tout à fait capable, et on le voit hein, dans ce roman, il se sent capable de battre les Jedi. Ils sont à son apogée, à leur apogée pardon, les Jedi dans ce roman. Ils sont à leur apogée. Et là Mark Henry il arrive, il n'a pas de pouvoir et il dit moi je vais être capable de les battre. C'est génial, je ne sais pas si ça vous fascine pas, mais moi j'ai absolument envie de lire les autres romans, et je me demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui fait que dans son passé, il y a une explication sur le fait qu'il se sente capable de battre les Jedi, sans pouvoir? C'est ça que moi je trouve ça, enfin, je trouve ça génial. Donc voilà, j'ai vraiment adoré la lumière des Jedi. Je regarde rapidement mes notes. Donc voilà, le Jedi dont je parlais tout à l'heure, qui a un rapport à la Force, qui voit ça sous le prisme de la musique, elle s'appelle Avar Kriss et c'est vraiment un personnage extraordinaire. J'espère vraiment qu'on va la revoir. Donc je regarde rapidement mes notes, mais non, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Donc rapidement. J'ai également lu le manga qui sort également dans ce même univers, qui est un équilibre fragile, où on retrouve des personnages de l'univers Star Wars, et on retrouve des personnages de la lumière des Jedi, dont un Jedi qui est en... voilà, hop, vous voyez, personnages qui sont de la race de Chewbacca, donc c'est génial. Je trouve que les dessins, vous savez que j'aime beaucoup les mangas sur cette chaîne, j'en lis beaucoup, je vous fais souvent des vidéos, mais là je trouve que les dessins sont super chouettes, en fait, ils sont jolis. Je m'attendais pas à ça du tout, je pensais que les dessins n'auraient pas été travaillés. Les découpages sont dynamiques, on comprend très bien ce qui se passe dans les combats, ce qui est rare parfois, donc c'est vraiment un très bon manga, au-delà d'ajouter encore quelque chose, d'ajouter des personnages, et d'ajouter, là on voit ça à propos d'une planète en particulier. Donc on s'intéresse à une petite planète qui a une sorte de menace qui vient sur elle. Voilà, c'est super en fait. Donc cette haute république, elle va à la fois s'intéresser à la politique, à la famille, à la société, mais également à ces petites planètes, et se dire, mais eux, comment ils sentent en fait l'arrivée des Jedi, comment ils sentent le rôle des Jedi par rapport à eux, les habitants. Donc ça va permettre de se poser et de faire une sorte de regard transversal sur 200 ans avant la menace fantôme. Comment ça se fait que les Jedi aient pris cette importance, et qu'est-ce qui va faire qu'après la confiance va diminuer et qu'il va y avoir un personnage, donc Palpatine, qui va vouloir les renverser. Mais que 200 ans avant, il y avait quelqu'un qui n'avait pas la force et qui était sûr de lui et qui veut les renverser. J'ai absolument vraiment là envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. J'ai aussi, donc là aussi, un autre roman dans le même univers de la Haute République, donc le premier tome écrit par Claudia Gray, En pleine ténèbres. Donc, vous voyez, donc, je vous disais, il y a plusieurs cycles. Il y a le cycle des romans plutôt adultes. Là, c'est plutôt adulte-jeunesse, mais je vais vous mettre de toute façon le schéma général de la Haute République, et puis il y a des mangas et des comics. En fait, ce qu'ils expliquent chez Disney, c'est qu'on n'est pas obligé de tout lire. Moi, je vais m'attacher à lire les romans jeunes adultes et manga, et je vais plutôt laisser de côté les romans jeunesse et la partie comics. Mais c'est un choix. Voilà, vous pouvez, si vous voulez tout lire, vous pouvez en lire qu'un ou deux. Mais si vous voulez être de plus dans l'univers possible, je pense que c'est mieux d'en lire au moins 2 ou 3. En tout cas, moi, je vais les suivre. Je vais vous en parler régulièrement. Je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois, mais lorsque je vais faire mes vidéos de bilan achat et de mes bilans lecture, je vous en parlerai régulièrement. Une dernière chose, je vous présente 2 autres romans que j'ai d'univers Star Wars. La trilogie de Dark Bane et Throne. Voilà, ce sont des romans que je m'étais achetés sur évidemment deux stars de l'univers Star Wars pour ceux qui ont lu l'univers étendu, mais que moi personnellement je n'ai encore pas lu, donc voilà, j'ai hâte de les lire, mais j'ai une telle liste de piles à livres, comme vous le savez, abondante, que je ne peux pas tout lire, mais j'ai vraiment hâte de les lire. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo Star Wars, Obi-Wan Kenobi, la lumière des Jedi. J'espère que j'ai été clair, j'avais beaucoup de choses à dire, j'avais écrit plein de choses, je pense que je ne vous ai pas dit là aussi tout ce que j'avais envie de vous dire, donc je vais couper cette vidéo, je vais être frustré, je vais dire ah mince, voilà, ça je voulais dire aussi, mais enfin c'est pas grave, elle est déjà assez longue, elle est même très longue, donc on s'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais vous reparler très prochainement de livres, là c'était vraiment une parenthèse, parce que pour faire ce parallèle entre la littérature et la série, entre un projet qui est
créé, qui est en tout cas à l'origine, qui est pensé artistiquement par ceux qui vont l'écrire, et puis un projet dont les thématiques et dont le périmètre est imposé à ceux qui vont l'écrire. Le miracle n'a pas eu lieu pour l'un, le miracle, pas le miracle, mais pour l'instant ça démarre très très bien pour l'autre, donc je suis ravi. On va voir pour la suite. Je sais qu'il y a d'autres séries qui vont arriver. Il va y avoir notamment la série Ahsoka qui m'intéresse beaucoup. D'autres avec une série qui va notamment mettre en scène le maître de Dark Sidious de Palpatine. Donc ça m'intéresse pas mal. Là, j'ai commencé la série The Bad Batch sur Disney. Donc j'ai commencé, on va voir. Star Wars Rebels, c'est une super série animée. Star Wars Rebels, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, foncez. Ça, c'est une super série. Donc il y a du bon, il y a du mauvais. Tout n'est pas à regarder. C'est ça aussi qu'il faut faire attention lorsque vous êtes des fans de Star Wars. Tout n'est pas pour vous. Tout n'est pas à regarder. Il y a des choses à prendre. Il faut prendre ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Mais là, clairement, Obi-Wan, pour moi, c'était pas bon. Ça ne devait pas avoir lieu. Et le miracle n'a pas eu lieu. Obi-Wan Kenobi n'a pas rallumé la lumière des Jedi. Prenez soin de vous, lisez des livres et à très bientôt. Au revoir.